Donc, sans trop tarder, pour gagner un peu de temps, on va essayer donc d'enchaîner sur le programme. Et là, on a avec nous aujourd'hui donc Dr Kharref, qui nous vient de Grenoble et qui va nous parler donc de l'azospermie sécrétoire génétique. Donc, à vous la parole, vous avez 15 minutes. Merci de cette présentation. Bonjour à tout le monde. Quelques mois avant de commencer, je tiens à remercier le comité d'organisation pour l'invitation à l'accueil et franchement, félicitations pour cette belle organisation. Donc, je vais vous parler de l'apport du séquençage au début, ou en général, la génétique, la fertilité masculine et en particulier le phénotype le plus sévère qui est l'azospermie non obstructive. La fertilité masculine est caractérisée par une composante qui était à la fois très solide et très hétérogène. Et ceci est appuyé par plusieurs arguments, parmi lesquels la richesse du protéome dans la gonade masculine, le testicule, qui surexprime plus de 2000 gènes et exprime spécifiquement environ 474 gènes, mais on sait maintenant que c'est entre 500 et 600. Et ces gènes interagissent ensemble dans un réseau hautement spécialisé à travers le processus spermatogénique, au niveau de 3 étapes majeures qui sont la mitose, la formation des spermatocytes, la méiose et la différenciation cellulaire. Et on observe chez les patients infertiles une grande diversité d'expressions phénotypiques, à la fois spermatiques, mais également testiculaires. Quand par exemple, dans l'azospermie non obstructive, on a plusieurs phénotypes, comme l'hypospermatogénèse, l'absence de cellules germinales ou les arrêts de maturation en différents stades. Et l'autre argument, c'est la forte complexité de l'ultrastructure morphologique du flagelle, du spermatozoïde, comme on le voit ici, qui est formé par une petite tête avec une taille très très réduite, après compaction ou hypercompaction du noyau, une vésicule acrosomale et un flagelle qui sert à la mobilité, qui est un organe très très développé. Là, aujourd'hui, je ne vais pas parler de la génétique de l'infertilité masculine. Je ne vais pas aborder tous les phénotypes, mais je vais me concentrer sur la génétique de l'azospermie. Pour en savoir plus, vous avez un article que je viens de terminer, qui a été soumis pour le Journal de biologie médicale du Maroc et qui sera disponible la semaine prochaine sur Internet. Et donc, il aborde les différents aspects génétiques, les différents phénotypes d'infertilité masculine. Et dans cet article, il y a des organigrammes pour les arbres décisionnels devant des altérations de l'amélioration spermatique, donc l'oligosospermie et l'azospermie à la fois obstructive et non obstructive, et devant les altérations monomorphes de la morphologie spermatique. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'azospermie non obstructive et je vais développer les différents tests de routine et les nouveaux tests qu'on propose aujourd'hui. Alors, il y a une insuffisance du diagnostic, du rendement du diagnostic génétique de l'azospermie non obstructive avec les examens de routine qui sont, premièrement, le karyotype, qui montre des anomalies de nombre et de structure des chromosomes, et après les délétions qu'on ne voit pas dans le karyotype, mais avec les outils de biologie moléculaire qui concernent les délétions des loci AZF, A, B et C. Et avec ces tests génétiques de routine, on a un rendement d'environ 20 à 25% des cas seulement. Alors, quel est l'intérêt pronostic, du diagnostic ou des tests génétiques de l'azospermie non obstructive? C'est notamment pour l'indication, la contre-indication de la thésée en vue d'une ICSI. Donc, il faut s'appuyer sur une balance bénéfice-risque. Et là vient l'intérêt des tests génétiques qui permettent de faire une corrélation génotype-phénotype et prédire les chances de succès de la thésée en fonction du phénotype testiculaire. Un exemple est donné par les microdélétions des loci AZF du chromosome Y. Là, vous avez le phénotype spermatique en haut, au-dessus de la ligne, et le phénotype testiculaire en dessous. Et quand on a des délétions, c'est toujours des délétions complètes de la région AZF-A, on a une azospermie et qui est liée à une absence de cellules germinales dans le testicule. C'est ce qu'on appelle le syndrome de cellules de Sertoli-Sol. Et puis, on a 2 types de délétions ZFB. Les délétions complètes qui sont associées à une azospermie liée à un blocage méiotique et les délétions partielles qu'on screen en routine et qui sont associées à une cryptosospermie-osospermie avec un bon pronostic en thésée. Et puis, on a les différentes délétions de la région AZFC
qui sont associés à la fois avec une oligo- ou azoospermie et liés à une hypospermatogénèse. Donc, quand on fait une thésée, le taux de réussite, c'est environ 40-50%. Et puis, depuis 2005, avec l'avènement, le développement des outils de séquençage à haut débit, et surtout à partir de 2010 avec le, la- le- enfin, l'avènement, enfin, la production de machines robustes qui permettent un séquençage avec un moindre coût, donc accessible pour la recherche, la recherche médicale et également pour la routine, on a pu proposer le séquençage haut débit. Alors, qu'est-ce que le séquençage haut débit? C'est le séquençage massif parallèle. Et parmi ces variantes, on a le séquençage de l'exome. C'est une méthode d'enrichissement qui va permettre de séquencer les régions codantes uniquement. Donc, qu'est-ce que le génome? Là, vous voyez le contenu d'un noyau en division. Donc, on individualise 46 chromosomes dans une cellule humaine. Et si on prend l'exemple d'un chromosome, le chromosome est composé de régions géniques et qui sont espacées par des régions intergéniques. Et si on prend un gène, par exemple, ce gène-là va être constitué d'exons, qui sont généralement les régions codantes, mais tous les exons ne sont pas codants. Et ces exons sont espacés par des régions non codantes qui sont les introns. Alors, le séquençage exomique, c'est le séquençage de toutes les parties codantes du génome, qui représentent environ 1,5% du génome. Et l'intérêt, c'est que le séquençage de l'exome présente un bon compromis coût-efficacité par rapport au génome ou le séquençage d'un panel de gènes. Alors, l'intérêt également, c'est que le séquençage exomique va permettre de déceler et d'identifier environ 85% des mutations responsables de maladies génétiques. Avec donc l'avènement et la disponibilité des outils de séquençage au débit, et en particulier le séquençage exomique, une recherche translationnelle s'est développée, et en particulier dans différentes maladies, et parmi lesquelles la recherche sur l'infertilité masculine et féminine. Donc à Grenoble, nous avons une unité médicale qui réalise les investigations génétiques de la fertilité. On a un recrutement qui est local, national et international. On parle de patients infertiles qui ont une infertilité idiopathique et qui sont très très bien caractérisés, hautement sélectionnés, qui ont donc un phénotype homogène, soit d'anomalies des flagelles, une macrozoospermie, une azoospermie non obstructive testiculaire, etc. Et donc, ceci pour trouver de nouveaux gènes candidats, et on va retourner vers le patient. C'est une recherche qui est à la fois translationnelle et appliquée. Donc, on va revenir vers les patients avec un diagnostic précis, éclairer le conseil génétique et orienter le couple dans le parcours d'AMP. Donc, chez ces patients, on va réaliser le séquençage au débit pour trouver ces gènes candidats. Et puis, on va faire une étude fonctionnelle pour étudier la physiopathologie associée au déficit de ces gènes. Donc, notamment en ayant recours à la production de modèles murins, knockout et Nakin. Donc, à Grenoble, nous avons identifié plus de 25 nouveaux gènes responsables de différents phénotypes d'infertilité masculine, mais également féminine. Parmi ces gènes-là, celui qui a été publié en 2017, c'est le gène SPINK2, qui code pour un inhibiteur de l'acrosine. Et on sait que quand cet inhibiteur est absent, l'acrosine va avoir des effets délétères au niveau de la spermatidrande, dégradant ainsi le Golgi, prévenant la formation de l'acrosome et induisant un arrêt de la spermatogénèse au stade de spermatidrande. Puis on voulait aller plus loin, donc avec l'implémentation d'une nouvelle stratégie diagnostic et pronostic, simple et efficace, pour diagnostiquer dans le cadre de l'azoospermie non obstructive. Donc c'est un papier qu'on a publié l'année dernière en 2022 dans l'American Journal of Human Genetics. Et donc la stratégie consiste à faire le séquençage exomique chez les patients fertiles atteints d'azoospermie non obstructive idiopathique, et en ayant recours pour l'interprétation à un panel de gènes in silico. On ne séquence pas les gènes, un panel de gènes, mais on va interpréter les variantes dans une liste in silico de gènes candidats pour établir un diagnostic génétique. Et puis on a mis en place une base de données importante bibliographique sur les gènes candidats et leur phénotype, physiopathologie associée, etc., qui va nous permettre de faire une corrélation génotype-phénotype et pour prédire les chances de succès de la thésée, pour l'indiquer ou
la contre-indiquer, voire indiquer ou non une deuxième tentative. Pour valider cette stratégie, nous avons fait une étude rétrospective. Donc, on a fait l'inverse de ce que j'ai proposé tout à l'heure. C'est-à-dire, on a commencé d'abord par proposer et pratiquer une thésée chez tous les patients. La thésée, c'est une variante de la microthésée. C'est une micro-macrothésée réalisée par Amin Boukar à la clinique des Jasmins à Tunis. Tous ces patients sont originaires du Nord-Afrique, recrutés par la clinique des Jasmins. Et donc, ils utilisent pour la thésée une loupe. Et donc, après la thésée, on va faire une étude histologique des découpes testiculaires et rechercher les spermatozoïdes. Et ensuite, on va proposer le séquençage exomique. On va le réaliser en s'aidant du panel de gènes in silico qu'on a établi au préalable. Et on va faire la corrélation génotype-phénotype. On va la vérifier plutôt. Et donc, pour établir la base de données, on a interrogé plusieurs bases de données comme la base de données PubMed, OMIM pour les maladies génétiques et MGI pour les phénotypes des souris knockout produits dans le monde. Donc, on a analysé plus de 2000 publications en détail. On a attribué pour chaque gène un score d'évidence de 1 à 3. 3, c'est un gène retenu définitivement. 1, c'est un gène avec une évidence importante. Et on n'a pas retenu les gènes qui étaient faiblement associés, probablement associés à l'infertilité. Et on a implémenté cette base de données avec les données des études fonctionnelles. Donc, au total, nous avons établi une liste de 151 gènes candidats dans l'azoospermie non obstructive. On voit que la distribution de ces gènes se fait dans 2 clusters principaux qui impliquent 2 voies, la voie des améioses et la voie des PU pathways. PU pathways, c'est la voie de neutralisation des rétrotransposons. Ce sont des éléments rétroviraux qui vont se balader dans le génome et passer d'une région génomique à une autre pendant surtout la méiose et la spermiogénèse, et donc pourrait perturber le fonctionnement des cellules. Et donc, on a établi une corrélation prédictive génotype-phénotype. Vous avez là les différents phénotypes testiculaires qu'on peut observer chez les patients azoospermiques, avec ici l'histologie d'une spermatogénèse normale. Et en vert, vous avez les phénotypes qui sont associés avec de faibles chances, des chances acceptables de réussite de la thésée. Et en rouge, ce sont les phénotypes qui ont un pronostic péjoratif en thésée, comme l'absence des cellules germinales, le syndrome de cellules de Sertoli-Sol, et les arrêts de maturation préméotiques et méotiques. Pour les arrêts post-méotiques, c'est discutable. Il y a les arrêts précoces au stade de spermatide rande et les arrêts tardifs au stade de spermatide allongé. Pour les arrêts au stade précoce, à mon avis, les chances sont nulles. Et donc, on pourrait contre-indiquer la thésée. Pour les arrêts tardifs, on pourrait espérer trouver des foyers où on a quelques spermatozoïdes même mal formés. Donc, les caractéristiques phénotypiques des sujets de l'étude. Donc, la thésée était positive chez 27% des cas. Ce qui est important si on considère qu'elle a été réalisée chez des patients atteints d'une forme idiopathique, isolée et testiculaire primaire. Et on voit que chez les patients qui avaient une hypospermatogénèse, elle était de 100%. Et chez des patients qui avaient des phénotypes prédits comme ayant un pronostic péjoratif en thésée, comme les arrêts méotiques, les Sertoli-Sol, les résultats sont très faibles, sont rarement positifs. Et puis, pour ces phénotypes qui sont associés à un pronostic péjoratif en thésée, sont les plus représentés dans la cohorte. Pour le syndrome de cellules de Sertoli-Sol, c'est 35% des patients, et les blocages méotiques, 23% des patients. Donc, si on trouve des causes génétiques qui pourraient expliquer ces phénotypes, on pourrait éviter de faire des thésées inutiles. Alors, on a réalisé ces séquençages exomiques chez ces patients et nous avons identifié des variants dans 16 gènes chez 23% des sujets de la cohorte. Donc, 23% de rendement de diagnostic génétique. C'est comme le rendement qu'on a parlé tout à l'heure, qui est permis par les tests génétiques de routine, de 20 à 25%. Donc là, on a doublé le rendement du diagnostic génétique. Donc, on a identifié des mutations dans des gènes différents, des mutations de type changement d'un seul nucléotide, de petites délétions de quelques nucléotides. Et comme vous avez en rouge, un CNV, c'est les variations de copies de nombre de copies, sans de grosses délétions, duplications, insertions.
Donc le séquençage exomique pourrait également détecter ces genres de remaniements génomiques complexes. Et donc, par rapport à la validation de cette étude, donc, les variants dans les gènes méiotiques représentaient plus de la moitié des patients, 55%. Il y avait une concordance phénotypique de 83% et une concordance pronostique qui est liée au diagnostic des gènes méiotiques de 100%. C'est-à-dire chez tous les patients qui étaient qui avaient un blocage méiotique et un test génétique positif, la thésée était toujours négative. Donc, voici donc la stratégie que je propose aujourd'hui. Donc, chez un patient atteint d'azospermie non obstructive, on peut réaliser les tests de routine, le karyotype et le screening des microdélétions en ZF. Si c'est positif, on va faire le conseil génétique et voir la thésée. C'est en fonction de la balance bénéfice-risque après discussion avec le patient et son urologue. Et si c'est négatif, on va proposer le séquençage A au début, le séquençage exomique, mais également le séquençage génomique qui se développe en France. Il est réalisé aujourd'hui dans de grandes plateformes nationales, dans le cadre du plan France Médecine Génomique, à titre gratuit. Et donc, on va faire le séquençage exomique, c'est ce que je fais dans mon laboratoire de routine au CHU. Et on va filtrer les variants pour trouver le variant causal. Et si on ne trouve pas de variant, on fait pareil que pour les tests de routine. Conseil génétique et voir thésée, on peut l'indiquer, pourquoi pas. Et si on trouve un gène, un variant probablement causal ou causal, donc classe 4 ou 5 de la classification ACMG, enfin du collage américain de génétique médicale. Donc on peut voir si ce gène-là est associé à de fortes chances de retrouver des spermatozoïdes dans le testicule. Et là, selon le score d'évidence de ce gène, on va indiquer la thésée ou on va dire juste on ne pourrait pas la contre-indiquer si on n'a pas trop d'informations ou des informations suffisantes sur les phénotypes prédits par l'atteinte de ce gène. Sinon, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les gènes qui sont associés à un pronostic péjoratif en thésée, comme les gènes méiotiques par exemple. Pour les gènes score 1 et 2, pour ne pas pénaliser les patients, on peut dire que la thésée n'est pas contre-indiquée, mais on ne va pas la recommander non plus. Par contre, quand on a des gènes avec un score 3, de très très forte évidence, on a assez d'informations et de certitude sur le phénotype testiculaire et les chances de succès de la thésée, on va dire qu'on pourrait, on va contre-indiquer la thésée. Je vais prendre deux exemples rapidement. Donc, on fait le séquençage exomique, on trouve un variant pathogénique dans le gène méo-B, qui est un gène de la méiose, qui est impliqué dans la recombinaison méiotique. Ce gène est associé à un arrêt méiotique chez les hommes. Il y a des mutations pathogéniques déjà décrites. Il y a des modèles Murray-Knockout avec une atteinte, un blocage méiotique chez la femme et chez l'homme. Donc, une insuffisance ovarienne prématurée et un arrêt méiotique de la spermatogénèse. Donc, le score d'évidence est 3. Et donc là, on va contre-indiquer la thésée. Le dernier exemple et la dernière diapositive, on va identifier chez un autre patient une mutation pathogénique dans le gène FONCM qui est impliquée dans la réparation des dommages de l'ADN. Et dans les mutations hétérozygotes sont considérées comme prédisposantes au cancer du sein. Il y a des mutations qui sont homozygotes décrites chez l'homme et chez la femme qui conduisent à une azospermie non obstructive par dégénérescence testiculaire, donc un phénotype qui est favorable à la thésée parce qu'il y a une hypospermatogénèse associée. Les modèles Murray-Knockout sont infertiles et présentent le même phénotype. Donc le score d'évidence est 3 et on va contre-indiquer la thésée. En plus, on va donner des conseils pour la prise en charge des patients désapparentés pour éclairer le conseil génétique et instaurer une surveillance oncologique. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Dr. Kharraf. On va peut-être donner une question ou deux questions maximum parce qu'on est très en retard et Dr. Rubio est en attente, donc il va faire sa présentation à distance. Oui, Aziza. Je vous remercie pour votre excellent exposé. J'ai une question à vous poser. C'est-à-dire que entre le choix entre l'exome et un panel BJS, pourquoi vous choisissez l'exome dans la fertilité masculine plutôt qu'un panel de gènes? Oui, c'est tout simplement parce que les connaissances évoluent très rapidement tous les jours. Et si on veut faire un séquençage des panels dont le coût est proche de celui de l'exome,
S'il y a de nouvelles connaissances, enfin un nouveau gène qui a été identifié, on ne pourrait pas revenir sur les datas, sur les données et réinterpréter. On doit refaire un séquençage, un autre En fait, séquençage. c'est pas la problématique qui se pose avec l'exome, euh, c'est que pour les variantes de signification incertaine qu'on peut trouver aussi dans les panels, mais à la différence avec les panels où on cible nos gènes d'intérêt, nos gènes candidats, c'est que on ne peut pas faire de ségrégation familiale à l'inverse que ce qui se fait dans la pathologie infantile. C'est-à-dire que c'est difficile de chercher la ségrégation quand on trouve une mutation chez toute la famille. Ce qui ne serait pas plus intéressant d'aller directement vers les panels. Pour les études de ségrégation familiale, on peut inclure les parents, les fratries. On peut faire un séquençage Sanger. Ouais, Après, très- c'est ce qu'on propose. On fait un séquençage Sanger ciblé chez les apparentés, qui coûte moins cher, qui est ciblé pour voir si cette mutation s'égage avec le phénotype. Et chez ce que vous faites des variantes de signification incertaine, Alors, c'est là d'où l'intérêt de faire le séquençage exomique, parce qu'il y a beaucoup de variants de signification certaine, classe 3, qu'on identifie. Et si on fait le panel des gènes, on va voir que les variants de cette classe dans les gènes qu'on a séquencés. Alors que si on ne se limite pas sur ce panel et on fait un séquençage exomique, on a tous les variants de signification inconnue possibles qui vont nous permettre de faire de la recherche ensuite. on en a beaucoup plus, ça, c'est dans les recherches exomiques, les variantes de signification incertaine. Oui. Mais si on séquence plus, on peut filtrer moins, pas plus, et donc on pourrait faire un autre choix facilement que si on se contente d'un petit panel. Je vous remercie. C'est le Khalaf. Alors, on prend rapidement 2 autres questions. Bonjour, juste une petite question pratique pour nous, les gynécos. À combien revient un séquençage exomique ou génomique pour nos patients ou patientes? Oui, enfin, le coût, c'est 1100, 1100 euros. 800 euros. Enfin, le coût en réactif et en personnel, c'est 800 euros par point, sachant qu'on fait souvent, pour d'autres maladies, ils font les parents. Non, pour l'infertilité, c'est une affaire de couple. Généralement, on a accès qu'au prélèvement d'un patient, enfin du patient. Sinon, on le facture selon la nomenclature RIHN en France, qui est remboursée par la Sécurité sociale, 2200 euros. Il y a le séquençage génomique en France qui est proposé gratuitement. Dernière question, Dr Zeng. Oui, alors moi je voudrais vous parler dans 2 cas qui sont apparemment où on ne peut rien faire, dans les sertolies en lit ou bien dans les blocages de la méiose. Est-ce qu'il y a une petite lueur d'espoir avec le traitement génique, c'est-à-dire l'introduction de l'ARN messager à l'intérieur de à l'intérieur de l'épididyme, qui pourra aller retrouver les cellules, les spermatogonies, et que la machinerie de la spermatogénèse normale peut s'installer. C'est-à-dire l'ARN messager du gène qui manque. Alors, il y a 2 cas de figure. Premièrement, on a des cellules germinales. Deuxièmement, on n'a pas de cellules germinales. Si on a des cellules germinales spermatogoniales, on peut espérer le prélèvement des spermatogonies, faire une correction par CRISPR, mais qui est interdite au niveau international par la réglementation et selon l'éthique. On ne peut pas changer le génome des cellules germinales, en tout cas pour l'instant. Et donc, si on peut la faire dans le futur, à moyen terme ou à long terme, on pourrait prélever donc les cellules spermatogoniales, les modifier par CRISPR et les réinjecter dans le rététestis. Elles vont s'autogreffer et restaurer la spermatogénèse. Pour éviter la modification du génome, on pourrait faire comme pour le Covid par exemple, utiliser l'ARN messager ou la protéine qu'on va administrer dans des nanoparticules, qu'on va injecter dans le rététestis. Et après, ces nanoparticules vont fusionner avec les cellules germinales et relarguer leur contenu et faire la substitution en protéine ARN messager, donc restaurer la spermatogénèse. Troisième cas de figure, on n'a pas de cellules germinales spermatogoniales. Et dans ce cas-là, on va associer deux techniques innovantes. La technique de production de cellules souches pluripotentes, les cellules pluripotentes induites, IPS. Donc, on va prélever des cellules de la peau, par exemple. On va induire leur dédifférenciation en cellules souches pluripotentes, puis leur différenciation en spermatogonie. On fait plus ou moins la correction des spermatogonies par CRISPR-Cas9 et on réinjecte dans le testicule. Donc, ces différentes approches en fonction de la présence ou pas des cellules germinales. Merci, Dr Khalaf.